Monsieur Benoît Théoulin, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous êtes entrepreneur. En 2005, vous devenez le directeur du Centre d'information sur l'Europe par la Commission européenne et vous lancez toute l'Europe, FR. Vous êtes directeur de l'agence La Net Squad et vous êtes depuis novembre 2013 le président du Conseil national... 2012. Excusez-moi, 2012. Le président du Conseil national du numérique. La relation entre Internet et la politique vous passionne? Oui, bien sûr, parce que je crois depuis assez jeune en fait. Vous savez, j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 11 ans, un ZX81. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite été persuadé que ce petit appareil que j'avais entre les mains allait transformer le monde. Et je pense que la politique, c'est fait pour essayer de transformer le monde, pour l'améliorer. Parce que j'arrive jamais à me satisfaire complètement du monde tel qu'il est. Et donc pour moi, la convergence entre cette chose politique qui m'intéresse, c'est-à-dire en gros comment est-ce que par l'action, on change et on transforme le monde, et cet outil informatique qui, devenu Internet, est en train de révolutionner totalement et même de faire changer l'humanité de civilisation, la conjonction entre les deux me passionne, absolument. La France traverse une crise économique. Le gouvernement, mais aussi les entreprises ont du mal à renverser la courbe du chômage. À vous entendre, il y a une relation entre l'innovation et transformation numérique. Et pour préciser tout de suite vos propos, vous parlez de l'innovation ouverte, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je pense qu'on est au tout début d'un énorme cycle d'innovation. Je pense qu'on est, si on devait prendre l'équivalent, la révolution numérique est certainement plus qu'une simple révolution économique. C'est une révolution au fond d'abord culturelle, comme la révolution et technique, comme la révolution de l'imprimerie. Et que vous voyez bien que la révolution de l'imprimerie, elle a comme conséquence la réforme que vous connaissez bien en Allemagne. Et la Renaissance, et puis encore ensuite les révolutions politiques anglaises, américaines, françaises, et puis la révolution industrielle. Aujourd'hui, la révolution numérique, elle est en train de se concentrer toutes ces révolutions sur une génération ou deux. Donc les bouleversements sont absolument gigantesques. Et ils le sont évidemment dans le champ de l'économie. Il n'y a pas aujourd'hui de secteur économique qui seront épargnés par les bouleversements qu'Internet et que le numérique sont en train de provoquer absolument partout. Hier, on pouvait imaginer que ce serait que la presse ou l'industrie musicale qui serait frappée. Aujourd'hui, vous savez que la dernière blague à la Silicon Valley, c'est de dire qu'une voiture, c'est ça, avec 4 roues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel, le numérique s'inscrit dans toute l'économie, y compris dans les secteurs les plus industriels. Je pense à mon ancienne Golf. Et bien voilà. Mais votre ancienne Golf, aujourd'hui, elle est autant de l'industrie que de l'informatique, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'électronique, ça fait longtemps déjà, mais surtout cette électronique, maintenant, il est connecté à Internet. Oui. Et c'est ça qui change complètement. Oui. Et probablement, d'ailleurs, un des enjeux demain, ce sera comment cette voiture connectée est connectée au reste du monde. Comment est-ce qu'éventuellement, vous pouvez faire chauffer votre voiture à l'avance, voilà, éventuellement la prêter à quelqu'un d'autre en lui donnant simplement... Seulement une toit ouvrable. Ou éventuellement, exactement, ou éventuellement, ne même plus la conduire. Oui. Et le rassemblement de la soirée de l'attentat n'aurait pas été possible sans l'Internet. Absolument. C'est une des forces de l'Internet, on l'a vu dans toutes les révolutions politiques ces dernières années, que de donner un pouvoir aux gens de s'auto-organiser. Ce qu'on appelle le pouvoir de synchronisation. Hier, si vous vouliez aller défiler sous les fenêtres d'un dictateur et que vous étiez 20 à descendre, à crier « à mort Ben Ali », vous étiez embarqué par les policiers. Si vous êtes 100 000 à descendre sous les fenêtres de Ben Ali, vous ne pouvez pas être embarqué par la police. Et ce que a fait Internet, c'est qu'il a donné un pouvoir aux gens de pouvoir s'organiser, de se synchroniser, d'être sûr par les mots d'ordre qu'ils peuvent envoyer par exemple sur les médias sociaux ou par SMS, hein, ça peut être plus ou moins high-tech tout ça, et bien en tout cas se donner ce pouvoir d'organisation. Qu'est-ce qu'on a vu à Paris et dans les grandes villes de France hier et avant-hier? C'est qu'un simple mot-clé, un simple mot d'ordre sur les médias sociaux permettait une organisation massive de gens. Ça c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Jamais les hommes, les humains n'avaient été dotés de tels pouvoirs d'auto-organisation ou d'expression aussi. Vous pouvez aujourd'hui, dans votre caméra, vous adresser à 1,5 milliard d'individus. Potentiellement, ils pourront voir les propos qu'on est en train de tenir. C'est unique. On n'est pas une grande chaîne de télévision, on n'est pas sur TF1 ou sur ZDF, on est juste sur Internet. Et pourtant, il y a 1,5 milliard d'individus qui peuvent regarder. C'est un pouvoir incroyable qui vous est donné, qui m'est donné, qui est donné aux gens qui peuvent nous regarder. Dans ce contexte de l'Internet, vous parlez aussi de la littératie numérique, qui est beaucoup plus que de savoir taper sur un clavier. C'est aussi savoir animer un réseau social. La liaison avec une sorte de politique sur Internet est évidente, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On a beaucoup parlé de fracture numérique. Le fait que ne pas avoir un ordinateur, par exemple, un accès à Internet, vous couperait d'un monde en soi, ce qui est vrai. Mais on oublie de dire que c'est pas parce que vous êtes connecté à Internet avec des outils que vous savez vous en servir. Qu'en réalité, il y a toute une culture, on en a parlé avant, qui vous permettait en réalité de maîtriser ces usages. Demain, si vous ne maîtrisez pas ces usages, vous ne pourrez pas trouver de travail.
Vous ne pourrez pas, si vous ne savez pas comment vous utilisez par exemple un réseau social professionnel, comment demain vous pourrez trouver du travail? Un collègue me disait, tu utilises Twitter, c'est très bête. J'ai dit, c'est mon service de presse. Exactement. Et donc vous voyez bien, vous mesurez bien que si vous maîtrisez ces choses-là, alors vous avez un potentiel incroyable, mais à l'inverse, si vous ne les maîtrisez pas, vous serez dans une situation d'inégalité absolument profonde. Donc, on doit enseigner ces choses-là. Et l'école redevient encore plus importante avec ces nouveaux usages et ces nouvelles cultures. Oui. Parlant du Conseil numérique, du Conseil national du numérique que vous présidez, comment évaluez-vous son influence, sa marge de manœuvre? Écoutez, c'est jamais qu'une institution consultative, hein, donc on se pose toujours la question au Conseil national numérique, savoir est-ce qu'au fond on a de l'influence ou pas, parce qu'on fait tout ça de manière bénévole, donc on fait juste ça pour essayer de peser sur l'action du gouvernement, sinon on ne le ferait pas. On est à mi-parcours, on verra à la fin. Pour l'instant, on a éviter, je pense, l'alourdissement de la fiscalité du numérique. On a favorisé le soutien aux jeunes entreprises, parce qu'il y a plein de mesures qui ont été prises en ce sens-là. Le rapport Jules Ferry 3.0. On est en train de peser assez fortement, je pense, sur la préparation d'un assez grand plan sur le numérique à l'école. On est en train aujourd'hui d'essayer d'influencer la manière dont la loi Le Maire ensuite sera écrite. Voilà, on essaie de contribuer à ça, c'est notre rôle. En même temps, il ne faut pas se voiler la face. On a émis des avis défavorables au projet du gouvernement à un certain nombre de reprises, et à plusieurs reprises, le gouvernement ne nous a pas écoutés. C'est aussi le jeu, je dirais, d'un organisme consultatif et indépendant que d'émettre des avis qui soient parfois suivis et parfois pas suivis. On fera le bilan au terme de ces 3 années pour savoir si effectivement le gouvernement nous a écoutés ou pas, comme il nous avait demandé de le faire, c'est-à-dire d'être un peu le poil à gratter numérique du gouvernement, pour une raison simple, hein, c'est de dire en gros, on doit défendre l'intérêt d'un monde numérique qui, lui, en général, est mal défendu dans les structures traditionnelles du pouvoir. La concertation nationale sur le numérique qui nous réunit aujourd'hui ici à Strasbourg, dans le Conseil de l'Europe, n'est qu'une de vos activités. Il y a bien d'autres, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous savez qu'on parlait de l'éducation tout à l'heure. On va aussi de plus en plus se préoccuper des questions de santé. Parce que pour moi... qui vous tient beaucoup à cœur, si on suit vos tweets aussi. Oui, c'est vrai, parce que pour moi, l'éducation et la santé, je pense, sont probablement les 2 domaines qui ont le plus de potentiel de transformation profond avec l'arrivée du numérique et de cette vague de la révolution numérique. Et pour autant, c'est probablement les 2 secteurs qui ont eu le plus de mal à l'appréhender, cette vague, pour des raisons qu'on peut imaginer. D'abord parce que le professeur et le médecin, c'est des institutions incroyables. Auxquelles on est très attaché. Et puis, parce que ça touche à des choses fondamentales. L'éducation de nos enfants, notre santé, c'est quand même parmi les choses les plus essentielles de la vie. Et pourtant, on doit se préoccuper justement de comment est-ce qu'on apprend aux enfants à vivre avec ces nouveaux pouvoirs. Je disais tout à l'heure, on a un pouvoir incroyable, on peut s'exprimer et parler à des millions d'individus. Mais alors, dans ce cas-là, il faut aussi qu'on apprenne la responsabilité de ce que c'est que l'expression publique. Je n'ai pas le droit de m'exprimer face à une caméra qui va peut-être me permettre de parler à des millions de gens de la même manière que je pourrais tenir des propos un peu faciles ou légers à un comptoir d'un café dans lequel j'aurais peut-être un peu trop bu, ou dans les couloirs ou les préaux d'une école parce que je suis un gamin. On doit réfléchir davantage à la responsabilité des propos qu'on tient dans cette énorme agora du débat public qu'est devenu Internet et ce que sont les médias sociaux. Et ces choses-là, on doit les enseigner. C'est pour ça que moi je plaide énormément pour que on reconstruise, on songe bien à reconstruire du lien social avec Internet, parce que il faut pas se voiler la face. Internet, c'est un espace de coopération, un espace d'échange, mais ça peut être aussi un espace où on détruit du lien social, où on détruit du consensus. Et donc il faut veiller à ce que cet équilibre soit bien, pèse bien, dans le sens de plus de solidarité et de consensus et de bon débat que l'inverse. Et ça, je pense que ça passe quand même par une responsabilité des acteurs. Et donc, ça passe par de l'enseignement. Moi, en France... C'est un très beau sujet pour mon blog. Eh bien oui, l'école de Jules Ferry en France, mais il y a des équivalents évidemment dans tous les autres pays, à un moment donné, elle a enseigné aux jeunes citoyens français d'abord les bases de ce que c'était que la démocratie et comment est-ce qu'on devait se comporter dans un espace public démocratique. Aujourd'hui, l'espace public démocratique, il est profondément changé par tous ces nouveaux pouvoirs qu'on a. Ça demande à être apprivoisé. Bien sûr que les individus vont faire des bêtises avec ces nouveaux pouvoirs, bien sûr. Mais vous ne croyez pas qu'on a fait des bêtises avec le cinéma, qu'on n'a pas fait des bêtises avec la télévision, qu'on n'a pas fait des bêtises, au fond, avec même la démocratie, qu'on a dévoyée parfois en Europe. Tout était bêta. Exactement, tout était bêta. Et est-ce qu'on n'a pas fait des bêtises aussi avec l'industrialisation? Oui. Est-ce que les camps de la mort, c'est pas l'industrialisation de la mort aussi? Donc, il faut qu'on fasse attention. Cette transformation incroyable, elle donne des pouvoirs nouveaux
Il faut faire attention que ce soit pour le bénéfice de tous. Et si on pouvait s'éviter les pires dérives qu'on a connues au 19e, au 20e siècle, en Europe en particulier, ce serait mieux. C'est à ça que doit servir l'éducation. C'est la deuxième journée contributive de la concertation nationale sur le numérique demandée par le Premier ministre Manuel Valls au Conseil national du numérique le 4 octobre 2014. Cette initiative a un but. Dans la brochure de présentation, vous en proposez une interprétation en écrit. Cette initiative interministérielle vise à faire du numérique une priorité de la politique gouvernementale et européenne dans les années à venir. Cette initiative interministérielle, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le numérique, il est plus simplement dans un ministère du numérique ou de l'économie numérique, comme c'était avant avec Fleur Pellerin, comme c'est aujourd'hui avec Axel Lemaire, mais que c'est des sujets qui sont par nature interministériels. C'est difficile, et d'ailleurs, c'est toute une difficulté, une ambiguïté d'une certaine manière, que Internet, c'est à la fois quand même un secteur, parce que Internet, c'est quand même des start-up, c'est quand même un certain nombre d'innovateurs bien déterminés, etc. Et en même temps, c'est en train de s'instiller dans tous les domaines d'activité, y compris d'ailleurs de l'action publique et de l'État lui-même. Bon. Et je pense que c'est un sujet qui doit remonter au plus haut sommet de l'État. Nous, on voit régulièrement Manuel Valls, on est content que ce soit lui qui ait pris, on va dire, la tête de cette concertation. C'est lui qui nous l'a demandé, c'est pas un autre ministre, c'est tous les ministères en réalité qui sont impliqués. Alors évidemment, Axel Lemaire et Thierry Mandon le sont de premiers chefs. Elle est la secrétaire d'État au numérique. Bien sûr, c'est elle qui est avec nous, on va dire, dans les échanges au quotidien. Mais il faut bien voir que ce qui est important, c'est de montrer que ça n'est pas un débat qui est lié à un secteur ministériel, mais que c'est bien un débat interministériel. Voilà. Et je vous dirais que même, on a des rendez-vous réguliers avec le président de la République qui s'y intéresse fortement, bien sûr. Aujourd'hui, à Strasbourg, on discutera entre autres du droit à l'oubli, à la différenciement, à la surveillance des luttes contre la criminalité en ligne, de la neutralité d'Internet et de la loyauté entre les acteurs économiques. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? J'attends deux choses. D'abord, j'attends que l'ensemble des acteurs puissent verser, on va dire, leur tribut à ce débat et faire en sorte qu'on n'ait plus des débats simplement entre acteurs professionnels. Voilà. Je pense que c'est pas pour dire qu'ils n'ont pas de qualité, mais que les débats qu'on a sur le numérique, ils donnent souvent trop l'impression que c'est des débats de techniciens, de geeks, de techno. Bon. Alors qu'en réalité, c'est des débats qui vont déterminer le futur de la vie de vos enfants. Il est probable que la plupart des transformations que moi j'ai vécues dans mon quotidien ces dernières années, sont probablement plus dues à ces transformations que le numérique a apportées que beaucoup des décisions même politiques que j'ai pu contribuer par mon vote démocratique. Donc il faut juste prendre la mesure du potentiel de transformation. Moi, je veux qu'on puisse peser sur ces évolutions. Je ne veux pas simplement que ce soit les évolutions, y compris même les plus innovantes, de quelques entreprises qui déterminent demain ce que sera la société numérique dans laquelle je voudrais vivre. Voilà. Je voudrais que moi, en tant que citoyen, parce que j'ai un droit de vote en France, j'ai un droit de vote en Europe, je voudrais que ce soit mon pays, que ce soit l'Europe, qui sont les deux cartes démocratiques dans lesquelles moi, j'ai du pouvoir, qui déterminent, qui encadrent dans quelle société numérique demain je voudrais vivre, parce qu'il faut bien parler de société numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique est devenu un élément essentiel de la manière dont on organise nos vies, dont on gère nos libertés, dans la manière dont on va structurer nos vies demain. Et donc, je veux pouvoir peser là-dessus. Pour ça, il faut organiser un débat. Et il faut qu'il y ait une concertation. Je voudrais encore deux questions pour la précision. De quelle manière, pouvez-vous nous dire de quelle manière le président de la République s'intéresse à vos travaux ? Écoutez, on a la chance d'avoir quasiment une réunion par mois avec lui depuis le mois de septembre. Moi, je le vois tous les mois. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui, de plus en plus, s'intéresse énormément à ces sujets. Donc voilà, je m'en réjouis. Ce n'était pas forcément le cas il y a plusieurs années que de voir des chefs de gouvernement s'intéresser au lancement d'une loi sur le numérique. Vous voyez, moi, j'ai travaillé à un moment donné sous le gouvernement Jospin. Il y a eu une grande loi qui a été prévue, qui s'appelait la loi sur la société de l'information, qui n'est jamais sortie. Là, je crois que cette grande loi sur le numérique que prépare Axel Lemaire, je pense qu'elle va sortir, et je pense que le Conseil national du numérique va l'enrichir. Et pourquoi ? Parce qu'au plus haut sommet de l'État, Premier ministre comme président de la République, on a compris que c'était maintenant qu'il fallait prendre les grandes décisions en matière d'Internet. Oui. Maintenant. Sinon, ce seront des plateformes, des innovateurs plus ou moins bien intentionnés qui décideront à notre place dans quelle société, dans quelle économie numérique nous voulons vivre. Moi, je ne veux pas. Je veux que ce soit moi qui puisse décider avec mes concitoyens en France, en Europe, sur quelle est la société numérique dans laquelle j'ai envie de vivre. Comment partager votre passion avec les lecteurs et les regardeurs de notre film sur le blog ? C'est surtout de leur rappeler
par vous-même. Comment on peut contribuer à votre concertation? C'est par le site. Comment peut-on le faire? Tout le monde peut y participer, n'est-ce pas? Absolument, c'est ouvert à tout le monde. Vous allez sur contribuer.cnumérique.fr et vous avez jusqu'à début février pour y contribuer. Donc il faut se mobiliser parce qu'encore une fois, c'est à vous de décider dans quelle société numérique vous voulez vivre. Merci bien. Merci à vous.